Alors moi je suis une Julia. D'accord. Il doit faire 7 juillards, il doit. Exact, ouais. Il me semble que j'ai ça. Les copines, elles sont de ton âge. Les copines, elles sont comme moi, elles sont de ton âge. Alors, la première carte d'identité. Je mets quoi comme ordre? Bon, je le mettrai. Quand je songe à elle, Angeline, ce qui n'est pas surprenant de sa part reste farouchement indépendante. J'ai beau faire, je ne peux pas me l'imaginer en jeune femme. Et je ne peux pas admettre qu'elle soit morte depuis 3 ans. Elle continue à me regarder. Je l'ai toujours amusée, surtout quand ce n'était pas mon intention, et maintenant qu'elle est morte, elle rit aux éclats. Même si c'est en silence. Elle savait qu'elle allait me jouer ce tour, bien sûr. Quand elle ôtait ses lunettes, son regard n'était plus sévère, mais plein d'étonnement. Je m'explique donc difficilement que jamais je n'ai pu l'imaginer jeune. Un jour, son genou était enflé et elle m'a demandé de lui passer de la pommade dessus. Ses genoux et ses cuisses étaient aussi doux que ceux d'une jeune mariée. Quand elle défaisait ses nattes, son abondante chevelure blanche lui arrivait aux omoplates. Et les rares fois où je l'ai embrassée, pour lui souhaiter la bonne année par exemple, elle nous a attirés tous les deux dans un coin, pour que personne ne nous voie. Pourtant, malgré tout cela, je ne peux pas me l'imaginer jeune. Je suppose que cela tient à son deuil. Quand on se met en noir, et pour elle cela a duré 30 ans, on met pour toujours sa jeunesse derrière soi. Je me souviens des paroles d'un homme à vélo, tandis que la circulation était bloquée par un cortège nuptial. L'image de l'épousée est une femme jeune, à sa fenêtre, un édredon dans les bras. Et l'image de la veuve est une femme seule et vieille, coupant du bois à la hache. Angeline était souvent heureuse, mais refusait de l'admettre. Quand elle revenait de la forêt chargée de bois mort à couper, elle était heureuse. En principe, elle essayait de ne pas rire en public. C'était contradictoire avec le noir qu'elle portait. Mais elle était ravie quand elle pouvait faire rire quelqu'un. Et elle avait un sens de la répartie inimitable. Sa tactique était de couper comme avec un couteau ce qu'elle venait d'entendre, puis de faire un nœud avec. « Il a de la crotte de bique dans les poches », disait-elle de Giscard d'Estaing en le voyant à l'écran. Tous les matins, sauf le dimanche, j'entendais le rire du facteur dans sa cuisine pendant 10 minutes. Parfois, avec moi, elle allait même jusqu'à rire elle-même. « Jésus, Marie-Joseph, que tu es bête !» disait-elle. Elle était en deuil de son mari, mais plus encore de son fils, qui avait été tué dans un accident de la route à 20 ans et quelques. Angeline avait profondément le goût du luxe. Elle possédait 3 chèvres, devait compter son argent et vivait dans un espace de 50 mètres carrés au plus, mais elle avait l'idée du luxe. C'est pourquoi son insulte la plus affectueuse était « feignant ». Son chien et ses chèvres étaient feignants et elle disait que je risquais de le devenir. Quand Angeline était jeune, l'oisiveté était au village le comble du luxe. Et Angeline a attendu ce matin pour me jouer ce tour-là. Certains villages semblent nés du hasard, comme des dés qu'on jette sur la table. Pour d'autres, la raison d'être paraît plus évidente. Ils ont été bâtis à la rencontre de 2 vallées ou à l'étranglement d'un fleuve. D'autres encore sont le résultat, dirait-on, d'un tour de passe-passe. Dès le début, dès leur site choisi,
Ils ont la prétention de montrer quelque chose. Leur construction relève du flair. Notre village appartient à la dernière catégorie. Il semble plus heureux qu'il n'est. L'église a un joli clocher. Le cimetière est comme un balcon juste au-dessus. La mairie, avec son drapeau tricolore, est en hauteur et en retrait par rapport à la route, dans la position d'un château, ou presque. Les deux cafés, y compris la Lyre républicaine, ont des escaliers d'accès. Et sur la colline derrière, les fermes sont disposées comme des loges dans un gigantesque théâtre de verdure. Je pensais à cela en approchant du village ce matin, sous la lumière du soleil d'hiver. Il y avait eu beaucoup de changements ces derniers temps, mais à distance, sous la lumière hivernale, il ressemblait encore au village qu'il était au début du siècle. Et soudain, ce matin, je l'ai vu ainsi. Il n'était pas comme celui que j'avais vu des dizaines de milliers de fois. Il était plein de mystérieuses promesses. Je savais que je me marierais dans cette église. Je savais que mes enfants iraient à l'école. Qu'à chaque printemps, le 14 mars, mon mari conduirait la jument au curé pour qu'il la bénisse. C'est alors que j'ai entendu son rire silencieux. C'était elle qui avait regardé le village, pas moi. Elle m'avait fait voir avec ses yeux. Et Angeline riait parce qu'elle m'avait fait voir avec ses yeux quand elle était jeune. Souza habitait dans une maison sur la colline, derrière les tanneries. C'étaient de grands bâtiments ouverts et sans murs, avec à chaque étage des pots étendus séchant au vent salé qui venait de la mer. Depuis des années, il était question de démolir les vieilles tanneries et d'en construire de nouvelles, ailleurs, plus loin de la côte. C'était dans ces tanneries que Marius avait travaillé il y a longtemps, quand les hommes revenaient encore vivants de la ville. Des milliers de gens déambulaient après le travail, sous les arbres imposants au milieu desquels les réverbères ressemblaient à des lunes. Les vitrines dont les lumières ne s'éteignaient qu'à l'aube exhibaient des chaussures argentées, des bottes de cuir, des imperméables, des sacs à main, des colliers, des attachés-caisses, des flacons de parfum, des voitures, des séchoirs, des ensembles de mariés et de vrais orangers. Il faisait chaud le 3 juin à Troyes. À l'instant même où Naïssi, le frère de Souza, disait « Rien n'arrive, rien de rien, putain de rien ». Clément, le père de Succus, assis sur le lit de son 2 pièces au 14e étage d'une HLM à Cachan, appuyait sur la touche de mise en marche de sa télé, qui explosa en flammes bleues. Le couvre-lit en satin prit feu. Ses mains le brûlaient. Il entendit sa femme Vislava qui criait « Jésus, Branch, qu'est-ce que tu t'es fait? Branch, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Clément devait être transporté à l'hôpital, en ambulance. Les pompiers craignaient pour ses yeux. Enfant, il chantait dans la chorale du village. J'aimais beaucoup la voix de Clément. Quand il chantait en public, il fermait les yeux parce qu'il n'aimait pas être regardé. Il se tenait là, droit, raide, mais plein d'expression. Clément partit pour Troyes quand il eut 17 ans.
ça parce qu'une télé a fait BAM! Mon heure a sonné. Je t'ai amené de la gnôle. Passe-la par là, fils. Sous la couverture. Tu n'as pas encore trouvé de boulot. Y a pas de boulot. Sauf ce qu'on invente, ouais. Pas de boulot. Pas de boulot, tiens. Prends une lampée, Sikis. C'est de la gueule de prime. Bonhomme, Slimowitz. Retourner au village. C'est ce que j'aimerais faire. C'est à des milliers de kilomètres d'ici. Revoir les montagnes pour la dernière fois. Tu blagues. Plus jamais je n'enverrai le village. Plus jamais je n'y poserai les yeux. Et penser qu'il y a des gens qui traversent en voiture sans même le remarquer. Arrête. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai. Écoute bien le nom de notre village. Ça veut dire cheval vénard à la patte cassée. Ça m'a toujours semblé dénué de tout sens. Hein. Pour toi, Sikis, rien n'a de sens. Sauf toi. Dans ce triste vaste monde, il n'y a que toi qui ait du sens. Le reste, nous autres, pauvres idiots, nous ne savons rien. Alors pourquoi c'est de la chance que d'avoir une patte cassée? Quand j'avais 15 ans, j'ai gardé 400 moutons. Pourquoi c'est de la chance que d'avoir une patte cassée? Si ton cheval se casse une patte, tu dois rester là où il est, et pas bouger. Rester à côté de ton cheval. Ouais? Et alors? C'est ainsi que notre village a été fondé. Il y a des siècles. Qu'est-ce qui était si bien que ça? Une des infirmières, dans cette salle d'hôpital des pauvres, sortie de derrière le paravent. Son visage grave était celui de quelqu'un qui s'était adonné sa vie durant à la charité, ouais. Qui avait lutté nuit après nuit, seul, contre l'indifférence. Qui êtes-vous ? Je suis le fils. C'était mon père. Je crains. Je dois vous dire, jeune homme. Je sais! Il est mort! Quand les gens meurent ici, ils sont
tous enterrés au cimetière du village. Et avec le temps, leurs noms gravés dans du marbre sont effacés par le gel, le soleil et la pluie. Si on retournait au village, maman, hein? Ouais, tous les trois. Toi, tout ça, et moi. On va là-haut. Là-haut, Flamme? La grue est là. Laquelle? La patère. Patère? C'est la plus grande. Oh. C'est vraiment très haut, Flamme. Il y a une échelle. Où? Je la vois pas. Il y a une cabine. Oh. Ça va être fermé. Mais c'est jamais fermé là-haut. Allez vite, viens, avant qu'on nous repère. Il y a 300 barreaux. Tu peux les compter si tu veux. Hein. Ne regarde ni en haut, ni en bas. Compte juste. Tu vas le premier. Je te suis. En dessous, il y a des myriades de lumières. Pour chaque lumière, il y a au moins 10 personnes. Chacune avec un nom, ouais. Ces gens traversent les rues, montent les escaliers, dorment, travaillent, se parlent, se touchent, souffrent, meurent, mangent, picolent, font de la musique, vomissent, gambergent, dépriment, survivent, quoi. Leur nombre se multiplie là chaque semaine. On y est. Allez, regarde en bas. Hé, m'écrase pas les doigts. C'est ouvert. T'es sûr qu'on... C'est ouvert? Enlève ta robe. Sousa. Il me semble que Sousa et Succus faisaient l'amour quand l'histoire a commencé. J'ai jamais été aussi grande! Tu sens la grue là? Tu la sens qui se balance? Personne ne me fera jamais plus grande que ça. Tout ça, un jour, tu voleras dans un avion. Oh ouais, ça n'ira jamais aussi haut que nous en ce moment. Un Boeing 747 pour Paris. Oh, non, Flamme. Personne ne m'emmènera aussi haut que tu l'as fait pour moi ce soir. Flamme, je veux que tu m'appelles Lila. Oh, c'est pas un nom, ça. Si, c'est le nom d'un arbre, d'un parfum, d'une fleur. Ouais, c'est pas un nom de femme. Lola, Lili, Lilith, mais pas Lila. Chut. Écoute, un éboueur à qui j'ai acheté ma nouvelle bague chantait une chanson. Au coin de la rue,
le lilas est en fleur. Lilas, oh lilas, je prie et j'implore. Lilas, oh lilas, oh laisse-moi te frôler. Lilas, ma douce. Elle était nue devant la porte de l'armoire. Seul le balancement de ses boucles d'oreilles montrait qu'elle était en mouvement. Tout son corps vibrait, et pourtant, elle ne voulait pas le laisser paraître. Elle laissa tomber ses bras. Son corps oscillait à l'intérieur, mais elle ne voulait pas le montrer. Elle voulait que chacun de ses cheveux, que chaque parcelle de son corps qui avait poussé soit là, devant les yeux de flamme. Lentement, elle leva une main. Elle avait de grandes mains, tout ça. Elle toucha son ventre, et puis, comme si elle faisait une offrande, elle éleva un de ses petits seins dans la paume de ma main. Oh, Lilas, oh Lilas, oh laisse-moi te frôler.
Vérone fut successivement envahie par les Ostrogoths, les barbares et plus tard par les Autrichiens. C'est entre ces murs que se déroula au XIVe siècle la tragique histoire d'amour de Roméo et Juliette. Bon alors, c'est dur, c'est long, ça n'arrive qu'aux hommes, jamais aux femmes. Qu'est-ce que c'est? Hein? Non? Le service militaire. Oh. Dans ce paysage plat, auquel ils n'étaient pas accoutumés, ils avaient quelque peine à évaluer les distances. Le temps passait et ils avaient le sentiment d'être toujours au même endroit. Et pourtant, le car roulait vite. Oh bon Dieu! Et t'as vu leur maïs? Il a 2 mois d'avance sur le nôtre. Dans le Vaporetto, les hommes se tenaient très droits, comme s'ils étaient au garde à vous. Cette excursion leur rappelait leur service militaire. Ça avait été la première fois qu'ils quittaient leur village. Les femmes, elles, se prélassaient sur les banquettes et les plus jeunes remontaient leurs jupes pour exposer leurs jambes au soleil. Le Vaporetto se balançait doucement d'un bord sur l'autre, comme une femme à bicyclette qui pédalerait nonchalamment. C'est pas une ville, hein. C'est une zone sinistrée. C'est pas ici qu'on pourrait fabriquer du fromage, tiens. Ils débarquèrent sur la place Saint-Marc et gravirent l'escalier en colimaçon du campanile. Après quoi, les hommes avaient soif et voulurent aller boire un verre dans un des cafés de cette place dont Napoléon avait dit que c'était la plus grande salle de bal de toute l'Europe. Eh, tu sais quoi? Ça coûte plus cher de pisser ici que de boire une pleine caisse de bouteilles chez nous, hein. Dans le café, il remarqua une affiche qui annonçait une fête le jour même, organisée par le quotidien communiste, l'UNITA. Et s'il y allait? Puis, ils traversèrent le pont des Soupirs et s'arrêtèrent au pied d'une statue d'Ève, dans la cour du palais des Doges. Waouh!
mal. Eh, c'est une femme comme ça qu'il te faudrait, toi. Hein. Plus tard, les hommes montèrent sur la terrasse de la cathédrale Saint-Marc pour voir de plus près les chevaux. La fête avait lieu dans l'île de la Giudecca. Depuis le palais des Doges, il apercevait, de l'autre côté de l'eau, les guirlandes d'ampoules multicolores qui décoraient les façades des maisons. Et par moments, quelques bribes de musique lui parvenaient. Attention, hein, si t'es pas au quart à 2 h du matin, c'est qu'ils t'auront jeté à l'eau, ouais. Oh bah tant pis. Il s'assit à l'arrière du vaporetto, son instrument dans son étui posé sur ses genoux. Vous n'êtes pas d'ici, vous? La jeune femme qui lui lançait ces mots avait un rouge à lèvres magenta et des sandales de cuir blanc. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre air tranquille. Vous savez ce que j'ai là-dedans? Non. Un trombone. Oh, pas possible. Sortez-le, jouez-nous quelque chose. Oh, non, pas ici. Vous allez à la fête? Si vous êtes venu avec un trombone, c'est bien pour en jouer, non? Autour du cou, elle avait un collier blanc. Je voulais pas le laisser dans le car. Nous sommes venus pour la journée de la montagne. Et vous, vous habitez ici? À Mestri, de l'autre côté de la baie. Là où sont les grands réservoirs de pétrole. Vous, je parierais que vous vivez dans une ferme. Comment le savez-vous? Ça se devine. À l'odeur. Si elle avait été un homme, il lui aurait flanqué son poing dans la gueule. Et moi, qu'est-ce que je sens? Le parfum. Exactement. Je travaille dans une pharmacie. Eh bien, il n'y a qu'à regarder vos mains. On voit tout de suite que vous ne faites pas grand-chose avec. Vous savez comment mon père appelle ça? Dites. Du prolétarisme infantile. Il ne répondit rien. Ce doit être une expression typiquement vénitienne. Le vaporetto approchait de l'île. Tout au bout de la piazza, des banderoles couvertes de slogans pendaient aux fenêtres des premiers étages. Il y distinguait nettement le marteau et la faucille. Quand il sauta à terre,
Il garda son étui bien serré sous son bras. Cette fête avait beau être organisée par le Parti communiste, ça n'était pas une raison pour qu'il n'y ait pas, ici comme partout, des voleurs. Déjà, il les flairait. Vous aimez danser? Avec ça dans les bras, c'est pas possible. Donnez-le-moi. Elle disparut avec l'étui dans une des maisons environnantes. Si on me le vole? Camarades, ici c'est la fête des travailleurs. Et les travailleurs ne se volent jamais entre eux. Ah bah, pas comme les paysans. Comment vous appelez-vous? Bruno. Et vous? Marietta. Il tendit le bras vers elle pour l'inviter à lui prendre la main. Il ne danse pas comme celui-ci, pensait-elle. Il s'applique. Quand il danse, il est tout entier dans ce qu'il fait. Il ne pense à rien d'autre. Il commençait dans vos montagnes. C'est plein de rhododendrons. De rhododendrons? Oui, des petits arbustes couverts de fleurs. Rose? Non, rouge sang. Et comment vote-t-on dans votre village? À droite. Et vous? Moi, je vote toujours pour celui qui promet d'augmenter le prix du lait. Ça ne fait pas forcément l'affaire des travailleurs. Et le lait, c'est ce qui nous fait vivre. On n'a rien d'autre à vendre, nous. Il dansait autour d'un platane au coin de la piazza. Regardez. Tiens. Ils arrivèrent juste au-dessous d'un immense calicot qui garnissait la façade d'une maison et qui pendait les fenêtres du haut. Le visage qu'il représentait était si gigantesque que même pour tracer les ailes du nez, on avait dû utiliser une large brosse de peintre en bâtiment. Ils levaient tous les deux la tête pour le regarder. Vous vivez seul? Ouais. Ça fait 8 ans que je vis seul. Un 5e de ma vie. Elle aimait cette façon qu'il avait d'hésiter légèrement avant de répondre à ses questions. De prendre tout son temps. C'était comme si il ouvrait sa porte et vous faisait entrer chez lui avant de se décider à parler. Et combien y a-t-il de glace chez vous? Elle lui posait une devinette comme une petite fille facétieuse. Il réfléchit et calcula. Une au-dessus de l'évier et puis une au-dessus de l'abreuvoir dans la cour. Il leva de nouveau leurs verres et les remplit. C'est Karl Marx, ça, hein? C'était un grand prophète, n'est-ce pas? Et vous? Comment voyez-vous l'avenir? Les riches vont devenir de plus en plus riches. Je voulais dire votre avenir à vous. Tout dépendra de ma santé. Vous ne m'avez pas l'air malade. Non, mais si jamais je le deviens, que je suis obligé d'aller à l'hôpital, c'est pas mon chien qui va s'occuper de mes vaches. Je suis tout seul, moi. Elle leva de nouveau son verre et trinqua avec lui. C'est l'heure de la traite. Je pourrais vous trouver du travail à Mestri. Il regardait ses petits pieds, il pensait. Entre un homme et une femme, tout se résume à savoir perdre quelque chose pour en gagner une autre. C'est une question d'échange.
Vous avez forcément tendance à être conditionné par vos propres rapports à la propriété. Sa voix était devenue tendre, comme si elle lui faisait des confidences, comme si elle lui avouait quelque chose de très personnel. Les Koulaks ont pris le parti de la petite bourgeoisie. Et les petits paysans aussi. Vous avez tort de ne vous soucier que du prix du lait. Évidemment. Elle ne sait pas ce que c'est que la terre. Chez elle, il n'y a que des îles et de l'eau. Les paysans vont disparaître. C'est un fait certain. L'avenir est ailleurs. J'aimerais bien avoir des enfants. Pour ça, faut trouver une femme. Si vous veniez vous installer ici, vous en trouveriez une? Ben, j'aimerais mieux me couper la main droite que d'aller travailler en usine. Tous ces ouvriers que vous voyez danser là sont presque tous des ouvriers d'usine. Jamais il n'avait vu autant d'hommes en chemise blanche. Ils la portaient nouée à la taille pour montrer leurs abdominaux. Ils avaient l'air rusés comme des renards. Leurs manches étaient négligemment roulées sous le coude comme s'ils venaient à peine de sortir du lit. Ils sont doués pour les caresses. Qui? Ces renards-là. Et quelle caresse? Celles que les hommes doivent faire aux femmes. Allons danser. Là-haut, la chouette ululait un tango. Qui est-ce qui traite les vaches ce soir? Qui est-ce qui danse avec moi ce soir? Bruno danse avec Marietta. La joue penchée contre son bras tendu, il lui tirait la main vers le haut, comme s'il voulait viser en l'air. Plus le rythme s'accélérait, plus il virevoltait, plus il pivotait. Les gens les regardaient. Avec sa chemise à carreaux et ses gros souliers, on voyait qu'il venait de la campagne. Mais c'était réellement un bon danseur. À eux deux, ils formaient un beau couple. Quelques spectateurs se mirent à frapper des mains en cadence. C'était comme un combat singulier qui se déroulait devant eux. Un duel entre les dalles de la piazza et les quatre pieds des danseurs. Combien de temps ces derniers tiendraient-ils? Ils marchaient à présent dans une ruelle où l'on voyait des vieux assis dans des fauteuils d'osier et des grands-mères qui jouaient avec des ballons de baudruche pour distraire leurs petits-enfants. Tout au bout de la rue pendait encore un portrait gigantesque. Le visage d'un homme à lunettes, au front bombé comme une ruche, tout bourdonnant d'idées. C'est Gramsci. Il lui entoura les épaules de son bras afin qu'elle puisse poser sa tête contre sa chemise humide. Antonio Gramsci. C'est lui qui nous a tout appris. Il n'a pas la tête d'un maquignon, c'est sûr. Ils tournèrent le coin de la rue et arrivèrent sur un quai au bord de la lagune, en face de l'île de Murano. Par endroits, les pavés étaient envahis par l'herbe. Il resta immobile à contempler l'eau noire, tandis qu'elle avançait, ses sandales à la main, jusqu'à une gondole à l'abandon, amarrée à l'entrée du Rio de Santa Eufemia. Elle s'assit sur la plateforme arrière, tout à côté de la taultière où se place l'aviron. La gondole ne portait plus trace de peinture. Le soleil et l'eau avaient tout effacé et lui avaient donné la couleur grise du bois délavé. Elle avait dû appartenir à un marchand de vin, car il y avait quelques bonbonnes couchées par terre à l'avant. Tu crois qu'il y a encore quelque chose là-dedans? Pour toute réponse, il sauta dans la gondole, qui se mit à osciller violemment. Puis, il avança vers l'arrière, en se penchant tantôt à droite, tantôt à gauche, pour contrebalancer le roulis. Il avait l'air de danser une valse chaloupée. Allez, assieds-toi. Attention, attention, assieds-toi. Elle s'était accroupie dans le fond du bateau. La coque claquait, l'eau volait en gerbes.
Il ramassa une bonbonne et la brandit en l'air, par le goulot, comme s'il tordait le cou d'une oie. Vide. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent tous les deux sur la natte de jonc, au fond de la gondole. Peu à peu, le claquement de l'eau s'arrêta et l'on n'entendit plus qu'un léger clapotement. Mais ce fut de courte durée. Bientôt, l'embarcation se remit à danser. L'eau ruissela par-dessus le plat-bord et les flancs fouettèrent la lagune en cadence. Sais-tu nager si jamais on chavire? Non. Oh, oui. Après, ils se retrouvèrent sur le dos, côte à côte, haletants. Regarde les étoiles. Tu ne trouves pas qu'on se sent tout petit à côté d'elle? Il avait calé son poing comme une pierre chaude et humide entre ses cuisses. Quelquefois, je me dis que c'est parce qu'elles sont si loin de nous que tout sauf le meurtre se fait si lentement sur la terre. Il laissait son autre main pendre dans l'eau. Elle lui mordit à l'oreille. Le monde met si longtemps à évoluer. Un jour, il n'y aura plus de classe. J'en suis certaine. Pas toi? Le bien et le mal ont toujours existé. Mais l'humanité fait des progrès, tu ne crois pas? Nos ancêtres se sont tous posé la même question. Ni toi ni moi, nous ne saurons jamais pourquoi le monde est comme il est. De nouveau, il la pénétra. Quand ils retraversèrent l'île étroite pour se rendre à l'embarcadère d'où partait le dernier vaporetto, la fête était finie. La musique s'était tue. Quelques ivrognes étaient plantés comme des bornes sur la piazza. Marietta alla lui rechercher son trombone. Pendant ce temps, il regardait fixement l'autre rive du canal. Il reconnaissait le campanile où il était monté avec les autres. Le guide leur avait dit qu'il s'était effondré au début de ce siècle. Pas étonnant. Pas assez de racines. Trop de pouvoir, trop peu de racines. Bientôt il sera pillé, détruit et finira en poulailler. Marietta lui tendit son étui. Joue-moi quelque chose. Pour moi. Il posa son instrument au bord du canal et sortit de sa poche un petit harmonica. Puis, se tournant vers le palais des Doges, il se mit à jouer. C'est à lui que parlait sa musique. Elle regardait son dos, les épaules détendues, légèrement ramené vers l'avant comme s'il était en train de pisser. Mais il avait les mains à la hauteur de la bouche. Avant l'aube, tu t'habilles et tu vas à l'étable. Elle promena ses doigts sur sa nuque. Les bêtes sont couchées. Elle plaqua sa main entre ses omoplates et sentit ses poumons vibrer. Et la musique résonnait dans sa bouche contre son palais. Les bêtes sont couchées sur leur litière de feuilles de hêtre. Il t'a fatigué là, comme un enfant tiré du lit. Elle glissa sa main sous la ceinture du pantalon. Tu regardes par la fenêtre et tu vois une marmite pleine d'étoiles. Elle remarqua qu'un de ses lacets était dénoué et
s'agenouilla pour le refaire. La marmite dans laquelle on te jette à l'indécence, comme une poignée de sel dans l'eau. Ni lui, ni elle n'entendirent le vaporetto qui approchait. Viens, Mestri. Viens, Mestri, je te trouverai du travail. Le car partit à 3 heures du matin. Presque tout le monde tombait de sommeil. Des maris appuyaient leur tête sur l'épaule de leur femme, ou bien des femmes sur celle de leur mari. Les lampes s'éteignirent une à une, comme le car roulait vers Vérone. Le jeune batteur, assis près de Bruno, lança une dernière plaisanterie. Eh, tu sais ce que c'est que l'enfer, hein? Ah non, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est quand les bouteilles ont 2 trous et que les femmes en ont pas.
Tu me reconnais? Non! Mais pourquoi tu me suis? Je suis venu chercher des volets. Et t'en as trouvé? Quoi? Et t'en as trouvé? Donne-les-moi! Pourquoi? Oui, ils sont à moi! Alors comme ça t'es revenu, hein? Ouais. Je suis revenu. T'es parti trop longtemps. J'ai retrouvé le chemin pour venir ici. T'es venu pour m'espionner? Espionner? M'espionner! Pourquoi je voudrais t'espionner? Ben, donne-moi les volets! Oh. Il y a des choses ont changé pendant ton absence. Il y a des choses ont dû changer depuis que tu as quitté la ferme. Je l'ai pas quitté. Ils m'ont déshérité. Et veuf? Je suis veuf. Et t'as des enfants? 2 fils qui travaillent aux États-Unis. Mais l'argent peut tout changer. Un celui qui n'a pas d'argent est comme un loué d'orté. L'argent peut manger et danser. Celui qui a de l'argent peut tout faire. L'argent peut rendre propre quelqu'un qui est sale et faire estimer comme quelqu'un qu'on méprise. L'argent peut me rendre grand un nain. J'ai des millions. J'espère que tu les gardes à la banque. Va te faire enculer! Va te faire enculer, fou le camp! J'ai besoin de ma musette. Tu sais où j'habite? Qui c'est? C'est Jean. Il est trop tard. Il n'est pas encore 8h30. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu chercher ma musette. À cette heure-ci. Je ne rentrerai pas. Bon, je t'offre un café. Oh merde de merde. J'y vois jamais rien avec cette lumière. Je n'ai pas eu une seule visite en 3 ans. La dernière visite que j'ai eue, c'était monsieur le curé en juillet 64. Ils m'ont mis ici pour se débarrasser de moi. Enlève tes lunettes. T'as l'air d'un curé. Si tu ne peux pas lire, toi aussi, tu devras emporter. Lire. Lire. Ouais, c'était le curé d'avant. Il était toujours en mauvaise santé. Oui, il est venu par là. Je sais pas où il allait. Il était pas vaillant. Et je lui ai offert un verre d'eau. Oh,
Tu es une enfant de la terre, Lucie. Sans terre, ai-je répondu. Tu ne dois pas montrer de ressentiment, Lucie. Tu dois avoir de la reconnaissance pour certaines choses, tu le sais bien. Je savais ce qu'il voulait dire. Cette maison, par exemple. Tout le monde dit que je ne paie pas le loyer. Mais quelle cabane! Elle a été bâtie pour un homme et un cheval. Et quand le cheval est mort, plus personne ne l'a habité. Je suis la seule femme à y avoir dormi. Alors je lui ai demandé au curé, quelle femme du village pourrait vivre seule ici? Aucune d'elles n'est une enfant de la terre, Lucie. Aucune. Mais je lui ai dit, un jour, je vous montrerai à tous ce que je vaux. Je lui ai dit, je vous étonnerai. Oh, c'est dangereux d'espérer trop, Lucie. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et tu n'as aucune raison d'envier le monde. Oui, moi j'ai dit, moi, père, moi je crois au bonheur. C'est la dernière visite que j'ai eue. Henri et Edmond ne sont jamais venus te voir? Ils sont des traîtres. Des traîtres? Ce sont eux qui ont informé la milice. T'as des preuves? Pas besoin de preuves. Je les connais trop bien. Pourquoi aurait-il fait ça? La guerre était presque finie, tout le monde savait que les Allemands allaient perdre. C'est facile d'être patriote à 1000 kilomètres d'ici, hein? 10 000. Tu veux manger la soupe avec moi ce soir? J'ai une bouteille de vin. Alors comme ça, tu comptais rester? Ben, je l'avais acheté pour moi. Et c'est tout ce que t'as montré après 40 ans d'absence. 1 litre de vin. Un peu plus. Quoi? Assez de quoi vivre. En attendant de partir pour un monde meilleur. T'es revenu pour mourir? Nous ne sommes plus très jeunes. Je suis pas prête à mourir, moi. La mort ne demande pas si on est prêt. Alors, t'as de quoi bien vivre? Ah, je suis pas bien riche. J'ai pas fait la fortune dont je rêvais. J'ai pas eu de chance. Mais tu restes toujours comme ça dans le noir? Et qu'est-ce que t'as trouvé, toi, aux États-Unis? L'électricité? Moi, je m'y couche quand j'y vois plus. Bah, allez, rends-moi ma musette, je dois partir. Attends, je vais allumer la lampe. Alors, comme ça, t'as rien rapporté avec toi? Pas une grande fortune. Eh bien, moi, je me suis juré de devenir riche. Et riche, je le suis devenue. Il n'y a pas un homme au monde qui a le droit à un verre de vin blanc, payé avec mon argent. Et maintenant, je boirai du vin le soir. À quelle heure tu te lèves le matin? Je dois partir. À l'heure de la traite. Toi, t'as pas de vache? Je me lève tous les jours depuis l'heure de la traite. À 5 heures? T'as un réveil? Si. Et demain? Ce soir, c'est une exception. Ce soir, je vais te raconter ces 20 ans. Mais en quoi veux-tu que ça me concerne? T'es peut-être revenu pauvre. Mais au moins, t'as vu le monde.
raconte tout ça? Pour que tu saches de quoi je parle. Alors t'as vraiment gagné 2 millions? Je t'ai écouté toute la nuit. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un mot roulé dans le trou de ma serrure. La cocaderie avait dû passer par le village et trouvé la porte fermée. Le mot écrit de sa grande écriture fleurie disait simplement « Si tu veux en savoir davantage, j'en ai encore à te raconter. » Alors c'est toi qui écris ce mot? Ouais. Et je t'écrivais encore ce soir, avant que tu arrives. Ce que tu veux en fait, c'est que je t'épouse. C'est ce que t'as toujours voulu. Ouais. Et à l'église. Et avec ce voile. T'es folle. Plus personne ne peut t'en empêcher maintenant. Tu es seule. Dieu m'en garde. Je te paierai pour le mariage. Je te donnerai de l'argent. T'es pas si riche que ça. On reparlera un jour quand on sera d'accord sur le principe. Je peux pas t'épouser. Je peux pas. Jean. De nouveau, elle prononça mon nom comme elle l'avait fait 40 ans plus tôt. Et de nouveau, ça me sépara, ça m'isola de tous les autres hommes. À la montagne, le passé n'est jamais derrière, il demeure toujours à côté. On descend de la forêt au crépuscule, et un chien aboie dans un hameau. Un siècle plus tôt, même endroit, la même heure. Un chien, sentant un homme descendre de la forêt, a aboyé. Et l'intervalle entre les deux événements n'a été qu'une pause dans son aboiement. Jean. Laisse-moi le temps de réfléchir, Lucie. En m'entendant l'appeler par son prénom, elle a souri et elle a eu les larmes aux yeux. Pendant un instant, l'acuité extraordinaire de son regard se voila. Et tandis qu'elle serrait ses paupières, les milliers de petites rides autour de ses yeux se multiplièrent. Donne-moi ta réponse quand tu voudras, Jean. Avant que je lui donne ma réponse définitive, elle était morte.
Le jour du Nouvel An, Louis m'avait appelé à l'aide pour Blanquette qui m'était bas. Il était déjà allé 20 fois à l'étable pour sentir avec son poing si le bout de la queue n'était plus raide. Mais la queue s'amollit juste avant la naissance. Dehors, tout était blanc. Sur les arbres des poiriers, il y avait des paquets de neige, gros comme des sacs. Blanquette avait perdu les os, et seule une patte arrière avait émergé. Louis a enfoncé sa main pour chercher l'autre à l'intérieur. Il l'a trouvée pliée en deux. C'était si glissant qu'il n'arrivait pas à la retourner. Moi, j'avais pris un bâton et j'appuyais de tout mon poids sur la colonne vertébrale près des épaules. La pression relâche le bassin. Pendant ce temps, Louis, le bras enfoncé jusqu'aux aisselles, tentait à nouveau de retourner la patte. Ah, ça y est, a-t-il sifflé. Puis, il a enroulé une corde autour d'un des pieds. Lentement, comme nous tirions, les pattes sont sorties. C'était blanche, maculée de rose brunâtre. Les traces étaient dues en partie à la couleur des poils et pour partie à celle du sang. Le sang suave de ce passage difficile que nous oublions tous. Le veau nous a glissé dans les bras et est arrivé sur la paille. Il avait les yeux clos. Louis a balancé un seau d'eau froide. Le veau a poussé un soupir. Un seul soupir. Sa langue blanche pendait au coin de la gueule. C'était un mal. Louis l'a ouverte. J'ai soufflé dans la gorge. Louis a massé le cœur. On a versé de l'agnole sur la langue. C'était trop long, dit Louis. Louis a calculé que, sous le tilleul, la terre ne serait pas trop gelée, car la pente est face au sud. Il a creusé un trou à travers la neige avec un pieu et une pelle. J'ai tiré le veau avec la corde toujours attachée autour d'un de ses pieds. Il a roulé dans le trou, son corps inerte se repliant naturellement pour prendre aussi peu d'espace qu'à l'intérieur de Blanquette. Son museau pointé vers le ciel. Jamais su ce que c'était que la vie, a dit Louis. Puis il a tourné la tête de sorte que la première pelletée qu'il a achetée n'a pas heurté le museau. La mort du veau le jour du Nouvel An était un mauvais présage que nous n'avions pas tout à fait oublié. Maintenant, la duchesse avait la colique. Sans doute avait-elle mangé de la mauvaise herbe. Elle restait couchée, refusait de manger, ne remuait pas les mâchoires. Louis a pris la température des oreilles de duchesse. Il a regardé ses yeux, tapé sa queue. Le vétérinaire est cher. Aussi, nous avons décidé d'administrer le remède familial à une vache qui a la colique. J'ai trouvé une vieille bouteille en plastique pour le vinaigre dans la cour. Je l'ai vidée, je l'ai lavée. J'ai versé 2 tasses de gnôle. Et par-dessus, du café noir, frais, fort. Puis nous sommes retournés à l'étable. Louis a raccourci la corde avec laquelle Duchesse était accrochée à un anneau du mur.
Il a pris d'énormes têtes sous son bras et de son autre main, il essayait de lui ouvrir la gueule, mais Duchesse ne voulait pas. Alors, il a appuyé son doigt sur les gencives rose pâle. Il a tiré sur l'immense lèvre. Elle l'a ouverte. J'ai versé le contenu de la bouteille. Elle a avalé le café et l'agnole. Puis avec ses dents non carnivores, elle l'a refermé comme une petite baleine. Mais tout doucement, sans écraser un doigt. Ah, il ne nous reste plus qu'à attendre demain, a dit Louis. Même leurs noms oubliés, tout ici porte leurs souvenirs. Le tracé d'une route, les travées d'un pont au-dessus de la rivière, la ligne d'un mur, les sentiers qui sillonnent les montagnes. À Troyes, c'est différent. Là, les noms des morts sont oubliés plus vite. On ne se souvient que de ceux qui ont donné leur nom aux rues. Les autres, par millions, disparaissent sans trace, ne laissant derrière eux aucun repère. Dans cette ville, seuls les proches portent leurs morts dans leur tête. Il n'y a que les pierres tombales qui sont de leur choix. Ici, nous avons aussi peu de choix.
À 3, ils ont besoin que les morts les aident. Parce qu'il y en attend.